Est-il possible d'éteindre le Soleil? Par exemple, que se passerait-il si nous y déversions tous les océans de la Terre, voire même encore plus d'eau? Eh bien, découvrons-le ensemble. L'univers est un endroit plein de mystères. Depuis des temps immémoriaux, les savants s'interrogent sur le fonctionnement de l'espace. Mais aucun d'entre nous n'a jamais douté de l'existence d'une chose, le Soleil. Ah, le centre de notre système solaire. Il est grand, brillant et immortel? Non, pas vraiment. En fait, le Soleil n'est qu'une étoile ordinaire. Il est composé de 75% d'hydrogène, d'un peu d'hélium et d'une pincée d'autres éléments lourds. La gravité maintient tout cela ensemble. Mais dans environ 5 milliards d'années, le cycle de vie du Soleil arrivera à son terme. L'hydrogène qu'il contient s'épuisera. Notre étoile commencera à grossir progressivement. Et tu ne peux même pas imaginer à quel point elle deviendra grande. Et ensuite, il commencera à dévorer toutes les planètes proches. C'est à ce moment-là que nous regretterons d'être si près de lui. Après nous avoir tous absorbés, l'étoile restera une géante rouge pendant encore 1 milliard d'années environ. Et puis, tôt ou tard, elle commencera à rétrécir et à s'éteindre, se transformant en une naine blanche. À la fin, il ne restera d'elle qu'une nébuleuse planétaire brillante et colorée. Mais n'aie pas peur, en ce moment, le Soleil est au milieu de son cycle de vie. Il est né il y a environ 4,5 milliards d'années et il a à peu près autant de temps devant lui. Heureusement, nous sommes apparus pendant la période la plus propice et la plus stable de cette étoile. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais tâchons plutôt d'en imaginer une. Et si on accélérait le cycle de vie du Soleil en utilisant de l'eau? Nous allons essayer de rassembler toute l'eau de la Terre et de la verser sur le Soleil. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un seau. Non, pas celui-ci. Nous aurons besoin d'un très grand seau. Un qui puisse contenir environ 1,360 milliard de kilomètres cubes d'eau. Sa taille serait égale à la distance entre Washington et Chicago. Ou si nous ne pouvons trouver que des seaux ordinaires, il nous faudrait environ 70 trillions d'entre eux. Oui, on parle bien d'un nombre à 18 zéros. Bon, imagine que nous ayons obtenu une telle quantité de seaux par magie. Il est temps d'éteindre le Soleil. Nous aspergeons l'étoile avec toute cette eau et... Rien? Sérieusement? Oh, regarde ça! Le Soleil a probablement eu pitié de nous et a produit une toute petite éruption solaire. Il s'avère que toute l'eau de la Terre ne représente en fait qu'une ridicule gouttelette pour le Soleil. Les gens sous-estiment souvent à quel point le Soleil est infiniment plus grand que notre planète. En réalité, il peut contenir plus d'1,3 million terres. Alors, en effet, le Soleil ne s'éteindra pas et ne deviendra même pas plus froid. Il ne remarquera même pas que nous avons fait quoi que ce soit. Mais ne lâchons pas l'affaire. Nous voulons vraiment éteindre le Soleil pour une raison ou pour une autre. Que se passe-t-il si nous versons juste assez d'eau dessus? Et quelle quantité représente cette assez? Tu te souviens de nos trillions de seaux? Eh bien, nous avons en fait besoin d'environ 370 quadrilliards de ceux-ci. Ce nombre comporte 27 zéros. C'est difficile à imaginer, alors disons simplement que ça fait beaucoup d'eau. Maintenant, déversons à nouveau tout cela sur le Soleil. Waouh! Regarde donc cette vapeur! Mais le Soleil ne s'est toujours pas éteint pour autant. Au contraire, il nous dit merci et devient soudain beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux. Que se passe-t-il? Tu vois, le Soleil n'est pas un vulgaire feu de camp. Dans les feux de camp et la flamme des bougies, il y a une combustion chimique. Lorsque nous versons de l'eau sur le feu, l'eau absorbe la chaleur de la flamme et la refroidit, à tel point qu'elle ne peut plus entretenir la réaction de combustion. Elle bloque aussi l'accès du feu à l'oxygène. En gros, l'eau interrompt le processus chimique. Mais la combustion du Soleil n'est pas la même réaction. Même si nous disons qu'il brûle, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il se passe là-bas est ce que l'on nomme la fusion nucléaire. C'est l'une des réactions les plus puissantes et les plus insensées de l'univers. Il y a de nombreuses couches d'hydrogène qui s'enfoncent profondément dans le Soleil. Si tu prends 4 atomes d'hydrogène et qu'ils fusionnent, tu te retrouves avec un atome d'hélium. Lorsque nous parlons du Soleil, le processus est un peu plus compliqué. Lorsque l'étoile tente de produire cette fusion, les protons positifs se repoussent les uns les autres. Il faut donc beaucoup de force et d'énergie pour réussir à les presser ensemble.
Wouch! Ton vaisseau spatial est presque arrivé. Grâce aux dernières technologies, tu peux maintenant voyager vers n'importe quelle planète de notre système solaire plus rapidement que jamais. Et nous pouvons enfin visiter d'autres planètes en toute sécurité. Tu t'es inscrit à un voyage dans l'espace et tu es maintenant à bord d'un vaisseau avec ton guide, des astronautes et quelques autres passagers. Premier arrêt, la plus petite planète de notre système solaire, Mercure. Elle se trouve à seulement à 1/3 de la distance de la Terre au Soleil. La vue va être spectaculaire. Dès que ton vaisseau se pose sur la surface solide de cette planète rocheuse, tu vois un univers sans fin. Des étoiles, des comètes qui passent et le Soleil. 3 fois plus grand que ce que nous voyons depuis la Terre. Sans aucun nuage pour gêner la vue. Il n'y a pas de lune. Mercure et Vénus n'en ont pas. Tu essayes de bouger, mais à cause de ta combinaison spatiale et de la gravité réduite, tu as l'impression d'être sur un trampoline dans un film au ralenti. Il n'est pas prudent de venir ici pendant la journée. Sur Mercure, elle dure presque 59 jours terrestres. Bien que ta combinaison spatiale te protège, les températures peuvent devenir assez extrêmes. Pendant la journée, elles montent jusqu'à 430 degrés. Il n'y a pas d'atmosphère pour conserver la chaleur, donc la température pendant la nuit peut descendre jusqu'à 180 degrés. C'est pourquoi Mercure n'est pas la planète la plus chaude, même si elle est la plus proche du Soleil. Vénus est la deuxième plus proche, mais elle possède une atmosphère qui retient sa chaleur. Tu es en sécurité dans ta combinaison spatiale adaptée, mais il sera quand même très difficile de subir des changements de température aussi radicaux, alors tu dois te dépêcher. Mercure a une gravité plus faible parce qu'elle pèse moins que la Terre, ce qui signifie que la gravité sur Mercure tire moins sur ton corps. Si une personne pèse 45 kg sur Terre, elle pèserait 17 kg sur Mercure. Et tu te sens vraiment plus léger. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu entends la voix de ton guide dans ta combinaison spatiale. Il est debout à côté de toi et pointe quelque chose du doigt. Regarde à ta gauche, c'est pour ça que nous sommes ici. Le bassin Caloris. Époustouflant. L'atmosphère de Mercure est si fine que rien ne protège la planète des astéroïdes qui percutent sa surface. C'est elle qui a le plus de cratères de notre système solaire. C'est pourquoi elle te rappelle la Lune. Et maintenant tu es là, regardant le bassin Caloris, le plus grand cratère d'impact de tout le système solaire, formé il y a presque 4 milliards d'années par un objet d'au moins 97 km de long. Tu peux voir son intérieur rocheux, rempli de crevasses profondes et de crêtes aiguës, entouré des plus hautes montagnes que l'on puisse trouver sur cette planète, lesquelles s'élèvent à 3000 mètres au-dessus de nombreuses cheminées volcaniques. Elles étaient en activité autrefois. L'autre côté, qui est caché du Soleil, recèle de minuscules dépôts de glace. C'est la seule forme d'eau que l'on trouve ici, mais tu n'auras pas le temps de la voir. Tout a commencé par un changement mineur sur notre planète. Tout d'abord, les gens ont remarqué que la Lune était devenue plus brillante et un peu plus grosse. Mais personne n'y a prêté attention. Elle a affecté les marées dans le monde entier, de sorte que l'eau a submergé les plages, mais ce n'était pas une tragédie. Beaucoup de poissons se sont rapprochés du rivage. Les gens se sont mis à trouver des calmars géants, des baudroies et d'autres créatures tout près de la côte, alors qu'elles vivaient habituellement dans les profondeurs obscures. Des choses nouvelles et plus étranges se produisent chaque jour. Les oiseaux ne volent plus vers le sud en hiver. Ils se rassemblent en énormes essaims qui volent autour des villes sans but précis. La Lune les aidait à s'orienter dans la nature, mais à présent, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction voler. De par les mers, les capitaines de navires remarquent que les boussoles sont désormais instables. La flèche pointe dans des directions différentes depuis que les pôles magnétiques de la Terre ont changé. Les gens réalisent que la Lune a commencé à s'en approcher pour une raison inconnue. La gravité de la Lune affecte celle de notre planète. Cela entraîne des changements dans le climat, dans le comportement de tous les êtres vivants et dans le champ magnétique. Maintenant, il pleut dans les endroits les plus secs et il fait chaud dans les terres les plus froides. Cela met à mal les écosystèmes de toute la planète. Les gens qui vivent près des forêts entendent souvent le hurlement des loups, car la Lune rend ces animaux fous. Le satellite naturel de la Terre ne cesse de grandir et éclaire la nuit de manière beaucoup plus vive. Rien d'irrémédiable ne s'est encore produit. Les gens ne paniquent toujours pas, car ils ne veulent pas croire que la fin arrive. Mais un jour, la Lune atteint un point critique. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique et à ce moment-là, quelqu'un te bouscule. Bon, ce type est peut-être en retard pour le travail. Tu continues de marcher et une fille qui passe heurte ton épaule. « Pardon, désolé », dit-elle. Puis elle s'en va. Tu pouvais lire la peur dans ses yeux. Tu regardes devant toi et vois des gens qui courent dans ta direction. Tu enlèves enfin tes écouteurs et tu entends des cris et des sirènes. Les gens quittent leur voiture et s'enfuient. Des centaines de mouettes volent dans le ciel. Tu distingues un bruit étrange parmi toute cette cohue. Il semble que ce soit de l'eau.
comment est-ce possible? Tu te trouves dans le centre-ville à quelques kilomètres de la côte. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu remarques qu'une immense vague inonde les rues et se dirige droit vers toi. Tu cours dans un bâtiment et grimpes au 10e étage. D'ici, tu observes l'eau qui submerge la ville. Le puissant torrent emporte toutes les voitures, les bâtiments d'un étage et les arbres sur sa route. Tu remarques un aileron de requin et d'autres poissons dans l'eau. Imagine une planète où chaque inspiration emplit ton corps d'énergie, comme un espresso. Le ciel au-dessus de toi est d'un bleu intense, tandis que des arbres gargantuesques s'étendent loin dans l'atmosphère, leurs feuilles d'un vert éclatant poussant à une vitesse stupéfiante. Ton footing quotidien devient un plaisir sans pareil. Grâce à l'abondance d'oxygène, tu deviens une version boostée de toi-même. La course à pied se fait sans effort, tandis que tu t'élances à travers le paysage et que tu soulèves des poids qui te paraîtraient normalement inamovibles. C'est comme si le monde lui-même était imprégné d'énergie. Tout va plus vite. La faune qui t'entoure est également affectée par cette surcharge d'oxygène. Les animaux gambadent sur Terre avec grâce, leur ossature massive propulsée par une agilité sans pareille. Imagine-toi dans une course-poursuite haletante avec un guépard dopé à l'oxygène, faisant face à un prédateur qui pourrait mettre la misère à une Ferrari. Tu te demandes peut-être comment un tel scénario peut être possible. Voyons voir. L'oxygène est le puissant carburant qui permet à la vie terrestre d'exister en tant que telle. Il constitue environ 21% de l'air que nous respirons et chaque inspiration que nous prenons transmet ces petites molécules à nos cellules, leur fournissant l'énergie dont elles ont besoin pour se développer. Sans oxygène, celles-ci seraient asphyxiées et nos corps s'effondreraient. Mais ce n'est pas tout. L'oxygène est une panacée qui fonctionne pour toutes sortes d'êtres vivants, des minuscules bactéries aux gigantesques éléphants. Il est même crucial sous l'eau, où il enrichit les océans. Des créatures étonnantes comme le plancton et les algues produisent beaucoup d'oxygène, créant ainsi un monde sous-marin prospère. Mais pour bien comprendre l'impact des niveaux élevés d'oxygène sur la planète, prépare-toi à un petit voyage dans le temps. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante. Ils ont testé des roches provenant de 2 endroits différents, très éloignés l'un de l'autre. Et devine quoi? Ces roches contenaient de minuscules poches de gaz, qui montraient comment les niveaux d'oxygène avaient augmenté de près d'un tiers, en très peu de temps, comme une bouffée d'air frais à l'échelle planétaire. Les chercheurs ont donc étudié ces roches et découvert que les niveaux d'oxygène étaient beaucoup plus élevés à l'époque. Imagine des paysages luxuriants, des forêts impénétrables et d'immenses marécages qui s'étendaient à perte de vue. Au cours de la période du Carbonifère, l'oxygène imprégnait l'atmosphère avec une concentration impressionnante de 20%, tout comme aujourd'hui. Mais au cours des 50 millions d'années qui ont suivi, sa teneur est montée en flèche pour atteindre les 35%. Peux-tu imaginer ce qui s'est passé? L'augmentation du taux d'oxygène a provoqué un phénomène incroyable. D'immenses forêts ont poussé sur toute la Terre, créant un monde verdoyant à couper le souffle. De vastes marécages se sont répandus dans les zones de basse altitude, donnant au paysage un aspect surréaliste. Dans le même temps, les niveaux de gaz carbonique ont chuté. Normalement, lorsque les choses se décomposent, les microbes libèrent du dioxyde de carbone dans l'air. Imagine une planète errante, un vagabond cosmique que personne ne voudrait raccompagner à la maison. En gros, une planète errante a déjà été éjectée de son propre système stellaire et flotte désormais sans but dans l'espace. Comme un cow-boy solitaire cosmique. Ces planètes ne sont pas purement théoriques. Elles existent et les scientifiques en ont même détecté dans notre galaxie. En fait, les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir beaucoup de ces cosmonomades flottant autour de la Voie lactée. Et ce ne sont pas seulement de petits univers rocailleux comme la Terre. Certains d'entre eux sont des géantes gazeuses massives, plusieurs fois plus grandes que Jupiter. Ces mastodontes pourraient potentiellement avoir leur propre lune et même leur propre mini-système en orbite autour d'eux. Par exemple, l'une des planètes errantes les plus célèbres que nous connaissons porte un nom compliqué. Tiens, tu le lis toi-même. Elle est située à environ 80 années-lumière de la Terre et elle a été découverte en 2013. Sa masse est estimée à environ 6 fois celle de Jupiter et elle serait âgée d'environ 12 millions d'années. Et oui, ce n'est pas parce que ces solitaires cosmiques n'ont pas d'étoiles qu'ils sont méga froids. Ils peuvent encore générer de la chaleur et de la lumière à partir de leurs propres procédés internes. Certains peuvent même avoir des champs magnétiques et des aurores, tout comme la Terre.
En d'autres termes, les planètes errantes pourraient potentiellement être habitables si elles réunissaient les bonnes conditions. Alors, à quoi ressemblerait la vie sur une telle planète? Et pourrions-nous éventuellement vivre dans un tel monde? Eh bien, exister sur une planète errante peut être une existence très solitaire. Il n'y a pas de soleil pour se prélasser, pas d'atmosphère douillette pour se blottir et pas de voisins cosmiques avec qui faire un barbecue. Ouch! C'est pourquoi il faut faire preuve de créativité. Commençons par le problème le plus évident. Il sera difficile de se passer de lumière et de chaleur. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Eh bien, nous devrions probablement investir dans des chauffages spatiaux très sophistiqués et porter des combinaisons spatiales dernier cri et super chaudes. Nous pourrions aussi inventer une toute nouvelle façon de produire de l'électricité sans dépendre de l'énergie solaire. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser l'énergie géothermique? Ça, c'est du sérieux. Chaque planète possède une source de chaleur interne. Sans elle, elle ne serait que des roches froides et sans vie flottant dans l'espace. Cette source de chaleur pourrait être exploitée et utilisée pour tout alimenter, des maisons aux usines en passant par les vaisseaux spatiaux. C'est comme si tu avais un jacuzzi assez grand pour alimenter une ville entière. Et cette ville sera très assurément située sous terre, au plus près de la source de chaleur. Concernant la lumière, il nous faudrait probablement fabriquer des lampes de poche ultra puissantes. Ou peut-être même apprendre à créer génétiquement des organismes bioluminescents pour éclairer nos maisons. Imagine des bases spatiales envahies de champignons et de plantes fluorescentes. D'ailleurs, en parlant de plantes, la présence de végétaux serait assez difficile à obtenir sans étoiles. Alors, que mangerions-nous? Eh bien, nous pourrions utiliser les mêmes sources géothermiques dont nous avons parlé, ou certaines réactions chimiques pour subvenir à nos besoins. Et peut-être que nous développerions un goût pour les aliments riches en soufre ou que nous commencerions à fermenter nos propres boissons à partir de la boue volcanique bouillante. Miam! Mais outre la nourriture, nous avons un problème plus important. Vivre sur une planète errante serait à couper le souffle, littéralement, car nous n'aurions pas d'air. Tu vois, toutes les planètes errantes n'ont pas une atmosphère viable et stable. Tout dépend de leur taille, de leur composition et d'autres facteurs. Mais même si notre nouvelle maison avait une atmosphère, elle pourrait être incroyablement fine et précaire. Nous n'aurions pas de joli ciel bleu ou de coucher de soleil spectaculaire à admirer. Au lieu de cela, nous regarderions dans le vide infini de l'espace où les étoiles seraient plus brillantes que jamais. Et oublie les phénomènes météorologiques. Sans atmosphère pour les créer, nous n'aurions ni pluie, ni neige, ni orage. Et ce ne sont là que les plus mineurs des problèmes. Le pire, c'est que la température de la planète fluctuerait énormément, passant d'une chaleur insoutenable à un froid insupportable. Ce serait comme vivre dans un four que l'on allumerait et éteindrait en permanence. Et enfin, nous serions exposés à toutes sortes de débris spatiaux et de radiations cosmiques.